j'ai appris entre autres dans la presse cette qualité qui est si on veut atteindre un public quelconque, moins on met de filtres, plus c'est fluide. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Et c'est qui soutient les créatifs depuis la nuit des temps ? C'est Adobe. Ne faites pas comme si vous ne le saviez pas. Les produits Adobe, on les utilise tous. C'est la référence en termes d'outils et de création digitale. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelques années, Adobe a développé le Creative Cloud. Et oui, dit, tout se dématérialise de nos jours, tu sais. Mais dis-moi, c'est quoi ce bazar-là dont tu nous fais la pub ? Eh bien, dis-toi que si tu t'abonnes au Creative Cloud, où que tu sois, tu auras accès à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à ta créativité. Ah, d'accord, dit, mais pourquoi faire exactement ? Si ton truc c'est l'illustration, le graphisme, le design ou encore la photographie, la vidéo, le web, l'UX, la 3D, la réalité augmentée, la typo, les réseaux sociaux, j'en passe et des meilleurs. En vrai, le Creative Cloud a pensé à tout. Ah d'accord, alors laisse tomber tes disquettes mec, les vieux programmes sur CD et tes versions piratées et viens te rendre compte par toi-même de la puissance du machin en téléchargeant la version d'essai sur adobe.com et en t'abonnant au Creative Cloud. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Serge Bloch, un illustrateur dont j'admire le travail depuis longtemps et qu'il me tardait d'interviewer pour ce podcast. Serge Bloch, pour sûr, vous connaissez son travail. Peut-être avez-vous grandi avec la série de livres Max et Lily. Peut-être avez-vous croisé le chemin de Sam Sam, le plus petit des grands héros, dont un long métrage est sorti au cinéma l'an dernier. Et si rien de tout ça ne vous dit quelque chose, pour sûr, même sans le savoir, le travail de Serge Bloch, vous l'avez vu. Actif depuis plus de 40 ans, il est l'auteur de nombreux livres jeunesse traduits dans le monde entier. Il a travaillé en tant que directeur artistique chez Bayard. Il publie ses dessins dans la presse nationale et internationale. Il compte notamment des collaborations avec le New York Times, le Boston Globe, le Washington Post, mais aussi des journaux bien de chez nous comme Le Monde, Libération, Le 1, etc. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, il a aussi collaboré avec des marques comme Hermès, Petit Bateau, la RATP, la Poste, etc. Sans oublier ses expos aux quatre coins du monde. Bref. Serge dessine depuis longtemps et pour aborder toutes les facettes de sa carrière, ce n'est pas un podcast qu'il aurait fallu enregistrer, mais bien un documentaire. Pour l'heure et dans cet épisode, Serge vous raconte son parcours, comment il a découvert le dessin par hasard, ses débuts en tant qu'illustrateur jeunesse, puis sa période en tant que directeur artistique chez Bayard. Il nous partage ensuite comment il a développé son style, sa vision du dessin de presse pour ensuite nous focaliser sur son travail autour du pavé de 500 pages qu'est le livre La Bible, les récits fondateurs qu'il a créé avec son ami Frédéric Boyer. Et pour finir, il nous partage ses derniers projets d'expo, l'importance qu'il accorde à l'humour ainsi que l'aspect international de sa carrière, notamment son travail avec les Américains. Alors, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec Serge Bloch. Bonne écoute. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Allez, allons-y. Parfait. Serge, bienvenue sur Sens Créatif. Salut Jérémy. Salut. Je commence toujours les interviews par la même question, qui est est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin ? Sortir du lit le matin ? Ouais. Ça dépend des jours, hein. Il y a des jours où j'ai du mal. Non, écoute, d'abord je me présente, je suis Serge Bloch, je suis dessinateur depuis quelques années. J'ai commencé il y a une petite quarantaine d'années à dessiner. Et j'ai l'impression que c'était hier encore. Donc ça fait 40 ans que je me lève le matin. Alors c'est vrai que autrefois je me levais un peu plus tard, maintenant je me lève un peu plus tôt. Et avec le même plaisir, et c'est pas une flagornerie, de retrouver mon atelier, ma table, de dessiner. Et genre, j'ai la même surprise tous les jours, le même bonheur. Mais en fait, ce qui me motive le plus le matin pour me lever, c'est le petit café. Oui, bien sûr, ouais. Mais c'est top qu'au bout de 40 ans de carrière, tu te lèves encore tous les matins avec la patate, quoi. Non, en fait, il y a des jours, surtout en ce moment, avec ce qu'on vit, on l'a un petit peu moins, mais c'est vrai moi j'ai, par hasard, je suis devenu donc ce dessinateur et j'ai toujours la même surprise. Et pour moi, c'est magique de pouvoir vivre en dessinant. Ça reste une espèce de, alors je sais pas, soit c'est une imposture, soit c'est un miracle, je sais pas. Ça dépend des jours aussi. Pourquoi une imposture ? Non, parce que je trouve ça. J'ai toujours considéré que c'était pas un vrai métier, dessiner, je sais pas. C'est que c'était plus d'abord c'était un vrai hobby, un vrai passe-temps, un vrai plaisir. Enfin, c'est tout à la fois. Pour moi, c'est plus une manière de vivre qu'un métier. Ouais.
C'est drôle parce que c'est un peu une blague, enfin dans le sens où les gens demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je suis illustrateur, dessinateur. Non, mais ton vrai métier, non, mais c'est vraiment ça. Oui, alors un truc qu'on te dit souvent quand tu dis je suis dessinateur, là, après les gens disent industriel. Ah bon? Oui, ça arrive encore un petit peu. Ça arrivait beaucoup plus avant parce que maintenant il y a des dessinateurs industriels, doit peut-être moins y en avoir. En tout cas, c'est vrai que le métier de dessinateur, si métier si c'est un métier, en tout cas, il était pas très connu, maintenant un peu plus. Mais c'est vrai que ça reste pour moi une chance incroyable de pouvoir dessiner et de ne pas avoir besoin d'aller travailler à côté. Ouais, c'est sûr. Parce que je considère pas toujours que ce soit vraiment un travail. Ouais. Est-ce que tu pourrais me raconter comment tu as découvert le dessin? Quel était ton arrière-plan personnel et comment tu as découvert le dessin? Alors, en fait, c'est une suite de surprises. Honnêtement, hein, je ne viens pas du tout d'un milieu où on dessine, mais quand j'ai passé mon bac à l'époque, donc je savais vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai passé quelques années à travailler à droite à gauche, faire des petits boulots et à voyager. C'est des années qui ont été superbes pour moi parce que ça m'a un peu calmé, parce que j'étais un petit peu énervé sûrement. Ah oui? Et puis oui, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens dans des usines, j'ai été voir la Révolution au Portugal. Enfin, tu vois, c'était quand même assez enrichissant. Et au bout de ces quelques années, après avoir fait des boulots assez improbables, comme par exemple poser des rails sur les autoroutes ou bien peindre des flèches sur les routes. Ah oui, c'est vrai. Wow. Travailler dans des usines, etc. Où j'ai rencontré des gens qui étaient intéressants, vraiment. Je garde très bons souvenirs, très bonnes rencontres de cette époque-là. J'ai vécu avec des gens vraiment très riches. Et puis après ces années-là, je me suis dit, bon, quand même, c'est fatigant. Il faut que je trouve quelque chose de moins... Enfin, en tout cas, que j'avais besoin de trouver quelque chose qui me motive plus que pour me lever le matin, justement. Et par hasard, j'ai passé le concours d'entrée aux Arts Déco. J'étais en Alsace, parce que je suis alsacien. Attends, mais tu dis par hasard... Par hasard, presque, oui, parce qu'en fait, je m'étais inscrit à la fac pour voir une couverture sociale plus qu'autre chose. Et je n'avais pas aimé la fac du tout. Et je vu, enfin, je sais pas, un peu poussé par ma mère, quand même, qui était une femme qui avait un peu de pif. Et qui me comprenait sûrement mieux que je ne me comprenais. En tout cas, par hasard presque, j'ai passé le concours et j'étais très étonné de le réussir. Je rentre dans cette école des Arts Déco en ne sachant pas du tout ce qu'on pouvait y faire, et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un atelier d'illustration. Ok. En fait, j'avais vu ça j'avais visité l'école quand j'avais vu les diplômes. J'avais visité donc l'école, j'avais vu tous ces diplômes, et je me rappelle avoir vu le diplôme. Des diplômes d'illustration, et entre autres celui de quelqu'un qui est devenu d'ailleurs un copain, qui s'appelle Bernard Quignot, mais qui est plasticien maintenant, qui est artiste, qui fait des trucs chouettes. Et je me rappelle d'avoir vu un éclaté en hyper réaliste d'un sèche-cheveux qui m'avait impressionné. Non, ni lui ni moi on fait des choses comme ça, bien sûr. Et du coup, j'ai découvert cet atelier et donc ça, c'était en 60, ça fait longtemps, ça fait ancien combattant, je vous préviens. T'avais quel âge à ce moment-là? Oui, j'avais 20 ans, par là. Ok. Parce que je m'étais baladé pendant 2-3 ans. Donc j'avais une vingtaine d'années, oui. Et en fait, je sais plus ce que je disais. Donc t'étais impressionné par... Oui, j'étais impressionné par ça, et j'ai découvert surtout que ça avait l'air d'être un métier. Et pour en revenir aux années, c'était en 78 peut-être. Ok. 76. En 76, pardon. Donc tu vois, ça fait longtemps. Mais c'était pas l'illustration n'était pas un domaine très connu à l'époque. Il y avait très peu d'endroits où elle était enseignée. Il y avait, je pense, cet atelier à Strasbourg qui avait été créé, d'ailleurs, qui fait que l'école de Strasbourg est une école importante encore aujourd'hui, reconnue en tout cas pour ça, pour l'illustration, qui avait été créée donc par 2 professeurs. On oublie le deuxième souvent. Donc Claude Lapointe et Pierre Cuens. Tous les deux avaient décidé avait senti qu'il y avait un vrai marché, une vraie discipline en tout cas. J'ai découvert donc l'illustration à ce moment-là. Donc, et en fait, tu l'as découvert au moment où t'as commencé à étudier, oui, en fait. Oui, exactement. J'avais même pas imaginé qu'on pouvait
qu'il y avait des gens qui travaillaient comme ça, qui faisaient des livres, qui les dessinaient. Bien sûr, j'avais eu des livres dessinés, illustrés, j'ai de la bande dessinée comme Astérix et compagnie, ou des albums pour la jeunesse. Il y en avait beaucoup moins de toute façon. Et ces années-là, qui étaient donc la fin des années 70, ont été un moment où l'illustration a explosé en France, et pas qu'en France bien sûr, mais c'était les premières foires de Bologne, c'était les développements dans les maisons d'édition de ce département jeunesse. Toi, Gallimard Jeunesse s'était créé quelques années avant, pas tellement longtemps avant. Hein. Faut regarder les dates, mais peut-être 5 ans avant, peut-être 5-6 ans. Ah ouais. Bayard développait des journaux pour la jeunesse. Plein de maisons d'édition ont vraiment développé des départements jeunesse. Donc, je pense qu'il y avait plus d'éditeurs jeunesse que d'illustrateurs à l'époque. Ouais, intéressant. Et donc, tu fais tes études. Oui, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces études, c'était chouette. D'autant que cet atelier, donc, était dirigé par Claude Lapointe. On était à ses débuts, ça faisait peut-être effectivement quelques années qu'il les avait créés, peut-être 5-6 ans, qu'il existait. C'était pas trop une institution, si tu veux, ça n'attirait pas un monde fou, il fallait être un peu fou pour faire ça, on n'avait pas de garantie du tout. Ouais. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait particulièrement de garantie Non. d'avenir quelconque, mais à l'époque, il y avait sûrement une certaine liberté d'être au tout début. C'était plus décontracté, je pense qu'aujourd'hui. Moi, j'en sais rien. Non, c'est sûrement toujours décontracté, mais en tout cas, c'était très décontracté. Ouais. Et c'était très chouette. Et j'ai passé des années vraiment très heureuses. Et j'ai appris plein de choses. Après, bon, j'ai dû les apprendre ce que j'ai appris, mais comme toujours, l'école, on apprend et après, on apprend le reste. On les apprend, on a appris. Enfin bon, tout ça, c'est des apprentissages, ça. T'as dû désapprendre quoi? Bon, en fait, non, enfin, je pense que j'ai appris beaucoup de choses ça a été ma première grande expérience sur l'illustration, cette école, bien sûr. Ça m'a permis de commencer à travailler, surtout, en sortant. Même déjà, quand j'étais étudiant, j'ai commencé à bosser. Le premier boulot, je devais être en 2e année d'atelier, toi. Ah oui. Oui. Puis j'ai bossé quasiment presque à plein temps quand j'étais étudiant, ou à mi-temps. Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça a été très très rapide comme démarrage. Quand je te disais, l'époque était très 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 ouverte. Et quel était ton état d'esprit quand tu es sorti de l'école et que tu devais te lancer sur le marché du travail? En fait, quand je suis sorti de cette école, j'ai travaillé avec un de mes plus anciens copains qui s'appelle Philippe Delangle, et on avait créé, assez rapidement d'ailleurs, une petite agence de communication. Ah ouais. Parce qu'en fait, depuis toujours, ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est de pouvoir me promener dans tous les genres, pas de rester. J'admire les gens qui ont un style et qui s'y attachent et qui font, par exemple, je sais pas, on parle de Sampé, il a fait du dessin de presse toute sa vie, il a fait quasiment que ça. Hein, il en a fait des livres de l'édition, mais il a un domaine très très circonscrit. Très homogène en tout cas et très riche, hein, mais il a creusé ce sillon comme un maître. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans le dessin, c'est de pouvoir me balader entre la communication, la presse et même d'autres endroits. Et comme la communication m'intéressait, mais qu'on ne demandait pas beaucoup on n'avait pas beaucoup de commandes, on avait décidé à 3 à créer une agence de com et après on a commencé à travailler comme ça. Ça n'a pas été central dans notre activité, mais on a fait des campagnes, etc. Et elle existe toujours, cette agence, ça s'appelle Dans les villes, et je travaille toujours avec eux. Ah ok. J'en fais plus partie, mais ça reste mes partenaires pour beaucoup de choses. Ils ont maquetté énormément de mes bouquins. J'aime bien, je suis pas graphiste, mais j'ai une grande admiration, une grande complicité avec les graphistes. J'aime beaucoup ça, le graphisme. Donc j'aime bien pouvoir avoir des partenaires qui me connaissent bien. Bien sûr. Ouais. Donc, et puis, par exemple, en ce moment, on fait la communication du TNP à Villeurbanne. Enfin, on a une vieille complicité. Ouais, évidemment, ouais. Et est-ce que c'est au sein de cette agence que tu as eu de plus en plus de commandes en illustration? Oui, non, pas vraiment. Bon, enfin, c'est vrai que c'est marrant parce que les choses se lient toujours. Donc, on avait créé cette commande. Ouais. On avait créé des journaux. On avait créé un journal pour la jeunesse. On a fait des campagnes de communication pour la ville de Strasbourg, par exemple, ou pour d'autres endroits. Mais on avait aussi, à un moment, créé un journal. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à me faire embaucher à Bayard, comme directeur artistique. Ah, ok. Ouais, ça m'intéresse aussi. Donc, en fait, tout se lit, toi. On avait conçu un journal pour la jeunesse.
Et les gens de Bayard avaient dû voir ça, ils ont dit, oh, c'est pas mal fait quand même, ce type sait faire autre chose que dessiner. Et ils m'ont demandé de venir, j'étais étonné, j'avais une petite trentaine d'années, non, j'ai 30 ans, pile poil. Et je comprenais pas, habitant à Strasbourg à l'époque, pourquoi on me proposait de venir à Paris, alors qu'à Paris, il doit être infesté de gens talentueux. Du coup, je me suis retrouvé à venir à Paris une semaine sur 2 pour bosser comme directeur artistique. Et c'est là j'ai appris beaucoup de choses aussi. Et j'ai commencé à travailler avec tous les métiers de la presse, des graphistes, des photographes, des rédacteurs, des commerciaux. Il y en avait un peu moins à l'époque quand même, mais il y en avait déjà. En tout cas, c'était une période chouette dans l'univers de... Et aujourd'hui, ces maisons qui sont devenues des institutions comme Gallimard ou comme Bayard, par exemple, étaient comme des startups à l'époque. C'était tout nouveau, il y avait une vraie dynamique, ça explosait de partout, c'était chouette, il y avait des grands directeurs artistiques. Donc j'ai appris beaucoup auprès d'eux. Il y avait Patrick Coratin qui était un très grand directeur artistique, qui a fait beaucoup d'affiches dans Paris à l'époque, et qui a fait de la communication de grand théâtre et tout. Il y avait Martin Berthomier qui a été un directeur artistique extraordinaire, qui m'a appris beaucoup, ouais. Et il avait une phrase assez dingue que je cite souvent, enfin qui m'a marqué, il m'a dit « Mon patron, c'est les enfants ». Ah oui. Il était directeur artistique, il avait créé des journaux comme J'aime lire, qui sont des institutions aujourd'hui. Astrapi. Ça implique quoi que ce sont les enfants les patrons? Parce qu'en fait, sous les pressions de tout le monde, on oublie souvent, ou du marché, ou de n'importe quoi, on oublie souvent que le vrai but, c'est quand même de parler ou d'amuser ou d'apprendre aux enfants. Enfin, quand on fait de l'époque, on s'occupait de communication pour la jeunesse puisqu'on était dans des journaux pour enfants. Oui. Et Martin était un type qui avait un vrai regard sur les enfants et une grande complicité. Des fois, on se noie dans des trucs de style, des délires d'auteur et tout ça. Et lui avait une grande force et une grande simplicité. Et c'est un grand communicant. Oui. Il m'a appris des trucs assez marrants. Il m'a dit, mais regarde combien de fois il y a marqué Coca-Cola sur une canette de Coca-Cola. Il m'a appris des trucs de base comme ça. Si tu veux faire un logo, une couleur. Si tu n'arrives pas avec une couleur, t'en mets 2. Ouais. Enfin, il allait à l'essentiel. Et c'est vrai que c'est une vraie force. On voit ça dans ton travail aussi. Tu vas à l'essentiel. En tout cas, j'ai appris entre autres dans la presse et dans ces années-là cette qualité qui est, si on veut atteindre un public quelconque, moins on met de filtres, plus c'est fluide, plus on peut si on veut parler à des enfants ou à des adultes, si on les noie sous des effets de style, etc., ou sous des discours complexes, on n'arrive pas à les toucher, alors que si on arrive à être simple, et ça n'empêche rien pour ce qui est de l'émotion ou de l'intelligence ou de l'humour, ou des choses dont on parlera qui sont importantes peut-être, mais sur être simple, si on est simple, on est efficace. Hein. Oui, je ne suis plus d'accord. Ouais. Mais c'est pas facile. En de presse, quand j'ai bossé aux États-Unis, ils ont leur slogan "Less is more", tu vois. Ouais. Ça, en presse, que ce soit pour la jeunesse ou pour des journaux adultes, des journaux de la... Mais c'est pas simple, less is more. On a toujours envie de tout complexifier. En fait, ça a été pour moi parce que j'étais comme plein d'étudiants assez besogneux. C'est rassurant. La première étape, je pense, quand on apprend à dessiner, on se rassure en travaillant beaucoup et en mettant des couches. Hein. Et j'étais assez bon pour en rajouter. Ouais. J'ai beaucoup de plaisir. Mais je pense que c'est une première, en tout cas moi, tout ce que je vais dire là, de toute façon, ça ne concerne que moi, hein, parce que j'ai pas de recette ou de leçons. Mais en tout cas, moi, ça a été ma première période, on va dire ça comme ça. C'était assez besogneux. C'était rassurant et c'était apprécié, mais assez vite, on se fatigue à être besogneux. Donc petit à petit, j'ai essayé d'enlever tout ce qui était par flemme. Ouais. La flemme, c'est une qualité. Et aussi par envie d'efficacité. Et ça a marché. Ça a été suite de petites bagarres, mais c'est assez miraculeux. Parce que moins on en fait, mieux c'est souvent. C'est comme quand on apprend un instrument, on a besoin de connaître les gammes, le solfège, et puis après, on s'en libère, quoi. Oui, en musique, je serai encore moins bon pour vous donner des conseils, mais parce que j'ai aucune pratique musicale, mais en tout cas dans le dessin,
j'ai souvent remarqué, même les rares années où j'ai enseigné, j'ai un souvenir comme ça, j'avais une étudiante taïwanaise qui était là et qui dessinait superbement bien, mais qui faisait des trucs qui étaient hyper posés. Enfin, les Asiatiques souvent sont des virtuoses. En tout cas, elle était jeune, mais elle me montrait ses esquisses. Je lui dis mais arrête là, c'est bon, l'esquisse c'est un définitif. Ah oui. Et j'ai vu un grand blanc dans son regard. Mais j'ai reçu des mails par la suite où elle me dit mais ce jour-là vous m'avez complètement ouvert une fenêtre, c'était génial parce qu'en fait c'est ça qui est génial quand t'enseignes, c'est des petits moments où tu peux aider quelqu'un et ça c'était super. Et en fait j'avais appris ça quand même beaucoup en dessinant pour la presse. Moi la découverte de ton travail m'a fait exactement cet effet. Je pense que j'ai découvert ton travail en 2015 peut-être. J'ai pas grandi avec Max et Lily. Bon ça c'est pas grave. Mais j'ai découvert ton travail à travers la communication. Je pense que c'était pour un théâtre. Et puis j'ai vu tes affiches. Et moi je crois qu'à l'époque j'étais encore dans cette, je suis encore dans cette déconstruction malgré tout, dans ce côté besogneux. Et puis il y avait toujours, je pense quand on fait ce type de métier, une recherche de liberté. Et puis je découvre ton travail. Et puis je l'approfondis. Et ça m'a explosé le cerveau parce que il y avait une telle liberté dans ton trait que j'ai trouvé ça. Enfin voilà, je me reconnais dans ton étudiante. Ouais. En fait, il y a des gens qui ont cette liberté tout de suite. Je sais pas. Il y a sûrement des gens qui ont. Il y a autant de gens, de genre que de gens, je pense. Enfin, dans le dessin. Mais c'est vrai que c'est rassurant d'être méthodique et laborieux au début, en tout cas pour moi. Petit à petit, je me suis bagarré pour l'éliminer tout ça. Et tu parles de bagarrer. Tu peux me parler de cette bagarre en fait, de déconstruire je pense on se pose tous quand on commence, parce que j'essaie de me rappeler, comme ça fait quand même quelques années, la question du style. On se pose, quel style, fameuse question comme style, etc. Ouais. Et en fait, ce que on découvre, c'est que le jour où on se la pose plus, c'est qu'on a trouvé que ça n'a pas de sens. Peut-être, ou on a trouvé son style, j'en sais rien. En tout cas, moi, je me la suis posée, bien sûr. J'ai éliminé des choses que je trouvais trop laborieuses en cherchant d'autres trucs, enfin, d'autres manières de faire. Mais c'est beaucoup en travaillant pour la presse, à cause d'un souci d'efficacité, de timing. Quand on t'appelle le matin et qu'il faut que tu donnes ton dessin l'après-midi, ça c'est déjà une des raisons, c'est donc le temps. Mais la deuxième raison, c'est que je trouvais ces pages de journaux, moi j'adore le papier journal, des quotidiens. Je trouve que travailler dans les quotidiens, c'est peut-être l'endroit le plus beau pour la presse, mais c'est tellement plein de bazar quand on fait surtout des tabloïds américains. Et si tu fais un petit dessin tout simple au milieu, il se voit beaucoup plus que si tu fais quelque chose de très laborieux, etc. Et ça, je l'ai toujours pensé, et je l'avais découvert en voyant, par exemple, Topor avait fait des dessins de presse, des linogravures dans le monde et tout ça. Enfin, c'était magnifique. Ça, si tu veux, c'est aussi un souci d'efficacité. Ouais. Souvent d'abord t'es en noir et blanc, donc je n'aime pas l'illustration de presse, tu vois. Je trouve que il y a malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. En tout cas, je n'aime pas trop les gens. Beaucoup de choses qui sont assez esthétiques et qui racontent un peu, mais pas trop. Et malheureusement, on est de moins en moins dans un monde où on peut raconter. Tu vois, il y a eu des gros débats là. Il y a eu effectivement le New York Times a été traversé par cette crise sur le cartoon là, avec ce dessin qui était peut-être maladroit, mais une maladresse n'empêche pas un genre. Tu vois, c'est pas parce que tu fais une tâche que tu vas abandonner le dessin, toi. Bien sûr. Ils ont décidé, parce qu'il y avait une caricature un peu douteuse de Netanyahou et de Trump, je sais pas quoi, où Netanyahou était considéré comme le chien de Trump, ou je sais pas quoi. Bref, ils ont décidé de moins faire de cartoon moins de faire de dessins de presse. Et quand un organe de presse ne fait plus de dessin de presse, ça n'a pas de sens. Ouais, tu vois. C'est sûr. Enfin, c'est intéressant, le dessin de presse. De toute façon, c'est un vrai débat et c'est une vraie, par exemple, même, Charlie, compagnie. Ah bah oui, on est en plein dedans là avec l'actualité. Oui, on est en plein dedans, mais j'étais un énorme admirateur de Charlie Hebdo ou de Harakiri quand j'étais gamin. Ouais. Mais j'ai jamais tellement aimé le Charlie qui était devenu après, toi. Enfin, pour plein de raisons. Je n'aimais pas tellement leur humour. Je trouvais que la provocation était devenue un peu gratuite, toi, dans un monde
où tout est enfin toi, où on fait commerce de tout, de provocation et de reste, ça avait plus tellement de sens pour moi pour autant, quand Charlie Hebdo se faisait interdire, à l'époque, censuré par, je sais plus, ça s'appelait Harakiri, Charlie, je sais plus, par le gouvernement. Ah oui? Bah oui, ça c'était l'époque où il y avait Reiser, Volinsky, bien sûr déjà, mais Choron, enfin tous ces gens-là, le bal tragique à Colombey à mort, quand De Gaulle est mort, ce numéro a été censuré, je crois. Il y avait comme ça, il y avait une vraie censure. Mais quand il n'y a plus de censure, parce que tout est devenu, heureusement, qu'elle est tombée cette censure. Hein. Mais après, t'as plus tellement de sens à être dans la provocation. Par exemple, on parlera, si vous voulez, de ces histoires de caricature. Bien sûr, hier, par exemple, j'ai bossé pour Le 1 sur l'islamisme. Ok. Mais en dessinant, moi, je peux pas dessiner un arabe comme s'il est en babouche avec une chéchia, tu vois. Non, c'est pas ça. Pour moi, un musulman, c'est quelqu'un comme moi. Donc, je vais pas le dessiner de manière caricaturale. Bah oui. Et je m'interdis ce genre de truc parce que peut-être parce que je suis juif et que j'ai vu tellement de caricatures de juifs. Et j'étais toujours tellement gêné, même dans des bons journaux, ça m'a toujours gêné qu'on caricature les gens par religion, je sais pas comment dire. Tu vois, par exemple, quand on dessine, je me rappelle de dessinateurs, je vais pas donner leur nom, mais même dans le Canard enchaîné, qui est un genre que j'aime beaucoup, qui parlaient de juifs, ils étaient tous comme s'ils étaient des intégristes en chapeau noir ça me gênait parce que je me sentais pas reconnu. Tu vois, pour moi, c'est la même chose. Donc j'ai fait mes dessins pour le 1 en essayant d'être un peu drôle et en tout cas de mettre du sens, mais surtout pas caricatural. Et ces représentations des autres me gênent, moi. Parce que les autres, c'est moi. Bah oui. Ouais. Donc je me suis jamais trop reconnu dans cette. Si après, qui caricature le pouvoir, notre pouvoir à nous, le pouvoir en général, mais pas les genres. Pas les gens par manière, comment dirais-je, cliché, quoi. Ouais. Ça me plaît pas. Non. Et la provocation aujourd'hui, par rapport à l'interdit, qui existe beaucoup moins. Après, c'est vrai que c'est affreux ces histoires. C'est monstrueux tout ça, bien sûr. Ça n'empêche pas l'écœurement et qu'il faille se battre contre la bêtise de tout ça, la folie. Et je fais mes dessins avec conviction et sans me censurer pour autant. Mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de représentation. J'aurais jamais fait les caricatures de Mahomet, pas parce que je suis particulièrement respectueux des religions, quelles qu'elles soient. La religion m'intéresse pas beaucoup, même si j'ai fait... Oui, on va en parler. Non, mais ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la culture. La religion fait partie de la culture, mais je suis un mécréant de base. Hein. Alors, t'es un mécréant de base, mais qui a quand même illustré une Bible de 500 pages. Ouais. Donc, du coup... Je me suis fait piéger. Vas-y, raconte-nous le piège. Bon, ça, c'est une histoire assez longue. Enfin, non, pas si longue. Enfin, si, j'ai bossé pendant 4-5 ans sur le projet. Ouais. Parce que c'est drôle. C'est la faute à Frédéric Boyer. Je le dénonce. Allez. C'est sa faute. Je ferai une interview avec lui pour, rééquilibrer. Non, je vais dire beaucoup de mal de lui, t'inquiète. Non, j'ai rencontré Frédéric Boyer, qui aujourd'hui dirige les éditions POL, et qui est un auteur, et quelqu'un qui est assez passionné, intéressé, questionné par ses textes anciens, mais que ce soit Virgile, ou que ce soit la Bible, ou que ce soit Shakespeare, ou que ce soit le Kama Sutra. En fait. C'est un mec qui en a un peu dans le ciboulot, je dirais. Et il y avait ce projet, et j'ai commencé à bosser sur le projet pour aider l'éditeur, qui était Bayard à l'époque, à trouver une solution. Et petit à petit, je me suis fait embarquer dans le projet par le texte de Frédéric, qui était assez intéressant. Et comme c'était l'Ancien Testament, ça me parlait aussi un peu, ça me refaisait... enfant, j'avais entendu toutes ces histoires, mais j'avais plus trop relu et tout ça, ou revu, ou réentendu. Et une bonne quarantaine d'années après, ou cinquantaine d'années après, les reprendre et les revoir et les revivre, ça a été assez intéressant. Et après, c'était une suite
Mais tu dis que c'était un piège et que tu l'as fait pour aider. Je ne voulais pas le faire au début, mais je me suis fait avoir par le talent d'auteur de Frédéric. Parce que c'est devenu assez passionnant pour que j'y consacre beaucoup de temps. Et c'était un projet qui était bimédia, entre guillemets, parce que c'était un livre. Ah oui, et une série animée. Une série de petits films. Donc ça, c'était assez intéressant. Je me suis retrouvé à faire de la réalisation de films. On a fait quand même 2h30 d'animation, avec des moyens qui étaient quand même si c'est pas ceux de Pixar, bien sûr, mais c'était quand même une équipe assez talentueuse j'avais une vision assez particulière de ce que ça pouvait, donc ça a été très prenant. Ça te dérangerait de me dire pourquoi tu n'avais pas envie au début? Parce que c'est pas un sujet enfin, je pensais pas que c'était un sujet qui me passionnerait. Parce que ce que je te disais avant, que j'étais plutôt la religion n'est pas une question centrale pour moi dans ma vie, tu vois, c'est pas vraiment ouais. En fait je me suis souvent retrouvé à faire des choses par hasard presque, enfin en tout cas c'est pas vraiment un hasard, mais parce que je suis curieux et la curiosité est un vilain défaut. Ou un bon défaut. Quand je vois une porte qui s'ouvre, j'ai souvent tendance à aller regarder ce qu'il y a derrière, et quand tu te retrouves après dans un monde comme ça avec les moyens qu'on a eu, la poésie des textes de Frédéric, la possibilité de l'animer, l'éditeur qui nous suivait dans cette idée de faire un gros pavé, un gros bouquin de 500 pages, dont on vient de faire la suite, parce que oui. Ça a été une belle expérience. Et ça t'a pas fait peur de te coller à un projet non seulement aussi colossal, mais aussi sensible culturellement et religieusement? Oui, bien sûr, ça m'a fait peur. Tu t'attaques pas. Enfin, d'abord, quand je disais je travaille sur la Bible, les gens faisaient la grimace la plupart du temps, tu sais. Ah oui. Ils disent, pourquoi et encore, je sais pas quoi. Puis après, quand ils ont vu le résultat, ils ont dit oui, d'accord, c'est quand même. Bah oui. Parce qu'une approche quand même assez libre qu'on a eue. Très rafraîchissante. Très libre. Avec Frédéric, on avait décidé, enfin moi en tout cas j'avais cette conviction, lui, déjà dans son approche qui est aussi bien de se servir de la littérature que il va citer Kafka aussi bien que des auteurs de l'Antiquité, que il a une approche qui est plutôt intellectuelle et culturelle qu'orthodoxe, toi. Ouais, une grande liberté dans son regard sur. Moi aussi, j'ai redécouvert ces textes avec beaucoup de fraîcheur et. Oui, parce que c'est une belle écriture et oui. il a. Et puis on était obligé d'être concis puisque comme il y avait la traduction en dessin animé, il fallait que ça puisse chaque histoire entre guillemets, puisque c'était quand même 35 histoires, 35 chapitres, devait pouvoir être lu par un narrateur pour les dessins animés. C'est André Dussolier qui a fait la première série, et c'est Jeanne Balibar qui a fait la deuxième. Donc on avait des grandes voix, c'était chouette. Ça aussi c'est magique, on a eu des musiciens qui étaient extraordinaires. Enfin toi, c'était un jouet magnifique, toi, les musiciens de la première. J'ai oublié un compositeur qui nous a fait une musique d'orchestre. J'ai oublié son nom, honte sur moi. Et après c'est deux jazzeux qui ont fait la deuxième série. Vincent Courtois et Yuka Okazaki. Celui sur la vie de Jésus, c'est ça? Enfin, une interprétation poétique de la vie de Jésus. Jazzy, c'est moins orchestral. Ça ressemble au Christ, qui était assez jazzy au final, quoi. Peut-être, je sais pas, j'ai pas bien connu le Christ, moi. Okay. En tout cas, ce sont des musiciens qui racontent beaucoup avec leur musique, c'est très expressif. Ouais. Et puis, on perd le fil, mais on parlait de. Oui, pourquoi je me suis retrouvé là-dedans. C'est ça, oui. Enfin, que voilà, tu voulais pas, ça t'a fait peur, mais tu t'es laissé embarquer parce que tu étais curieux. À la Bible, bien sûr, ça fait peur. Mais après, je me suis dit, ça va. De toute façon, la création, c'est toujours une petite bagarre contre la peur. Hein. C'est sûr, c'est vrai. C'était quoi ton rapport à la peur pendant ces 5 années où tu as conçu ce bébé, ce gros bébé? En fait, après, j'ai mis en place ma méthode de travail. Je travaillais avec une assistante géniale qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Shenaz Lamka, qui a travaillé avec moi pendant 5 ans sur ce projet et plein d'autres. C'était chouette de travailler avec elle pendant ces années.
Je cherchais un assistant pour m'accompagner parce que c'était quand même un gros projet entre le dessin animé bien sûr, mais ne serait-ce que le livre. D'ailleurs, on a commencé par le livre. Cette Bible était la Bible du dessin animé d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est autant illustrée. Je voulais décomposer, en faire un roman graphique. C'est une Bible comme un roman graphique, hein, c'est pas une forme comme ça avec des dessins légendés. Donc Sheena je cherchais quelqu'un et j'ai reçu par hasard un petit flyer d'une étudiante de Penningen qui cherchait à rencontrer des professionnels pour avoir des conseils. Je lui ai dit viens boire un café plutôt que de parler par mail ou par téléphone, par je sais pas quoi. Et elle est arrivée le matin, on a bu un café, elle m'a montré ce qu'elle faisait. Je dis écoute, moi je cherche quelqu'un pour bosser avec moi. Si tu veux, cet après-midi, viens essayer. On va voir si on s'entend. Et ça a été magique. On s'est tout de suite entendu. Et on a bossé pendant 5 ans. Okay. On a bossé 3 jours par semaine avec moi, puis après un peu moins. Et ça a été extraordinaire. On a fait des tonnes de choses. Je regrette ce temps-là. Encore. Ah, elle travaille plus avec toi? C'était que pour la Bible? Non, ça a été pour la Bible. C'était le début. Et après, on a bossé ensemble pendant 5 ans, surtout. Waouh. C'était chouette. Et c'était un vrai studio ici, il y avait des gens. Donc, à cette époque-là, en ce moment que le Covid s'est un peu moins animé, il y a un peu moins de monde, mais, il y avait, des fois des stagiaires qui venaient bosser avec nous, des fois il y avait des gens du dessin animé qui étaient là, donc, on était souvent 4-5 à bosser ensemble, c'était comme un vrai studio de dessin, C'était chouette. J'aime bien les deux, j'aime bien être seul et j'aime bien travailler en équipe quand même. Je trouve que c'est une chance de pouvoir faire les deux. Le travail de dessinateur, c'est quand même un travail solitaire. Ouais. Oh. Ah, je me surpose, ouais. On parlait de cette collaboration avec Sheena. Oui, et tu préfères travailler seul ou en groupe? Non, justement, ce qui est génial, et ce que j'avais eu la chance de pouvoir vivre, c'est l'alternance. Quand j'ai bossé à Bayard, j'ai bossé dans les équipes et tout. Et après, j'ai bossé tout seul. J'alternais mais des semaines où je travaillais seul. Et des semaines où je travaillais dans le bazar. Ouais, bah l'un équilibrait l'autre. Et c'est vrai que c'est une image souvent de l'illustrateur qui est une sorte d'ours au fin fond de sa caverne, qui se sociabilise pas trop. Non, mais comme je te racontais au début de notre discussion, j'avais déjà eu cette expérience de créer une petite agence et tout. Ouais. J'aime bien travailler avec des gens. Je suis pas un total fétichiste de mon travail, en fait. Je suis pas un amoureux de... je suis pas... J'aime les deux. Ouais. Et donc, ça t'a fait quoi ces 5 années à travailler avec ces textes? Ça t'a fait quoi? Donc, j'ai pas travaillé pendant 5 ans que là-dessus. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que ça m'a fait? Oui, c'est marrant parce que l'autre jour, je répondais à une interview pour un journal et puis quelqu'un voulait absolument que ça m'ait élevé spirituellement. Pas particulièrement. Oui. Ouais. Non, ça m'a pas donné. Non, ça a été une belle expérience, de plaisir, de liberté aussi, parce que finalement, c'est une grande contrainte, mais il y a de la liberté dedans. Je peux pas dire que j'ai souffert. Le dessin animé était plus lourd à porter et à tirer. C'est comme que tu traînes une péniche quand t'as une équipe d'animation derrière toi, parce que c'est industriel. Basé sur ton travail. Oui, surtout essayer de garder de la liberté et un ton d'auteur dans un univers industriel, c'est pas simple. C'est une culture que moi j'ai du dessin qui est pas partagée particulièrement par les gens de l'audiovisuel, qui est plus classique ou plus ancienne ou je sais pas quoi. Mes références c'était Bob Blackman ou des gens comme ça, toi. Il y a plus que Pixar. Oui. J'ai rien contre Pixar, mais bon, ça va, ils existent. Mais donc ça a été une très jolie expérience. Maintenant, elle est finie, j'en suis content. Oui, elle est finie parce que tu as aussi sorti un 2e tome. Oui, on a fait un peu plus petit. Par amitié, je me sentais une certaine légitimité pour parler de l'Ancien Testament parce que venant d'une culture juive, ces histoires me parlaient. La vie de Jésus, c'était quand même un peu moins mon histoire. Mais avec Frédéric, on est tellement, je sais pas, j'ai tellement de plaisir à travailler avec lui que je l'ai suivi. Les yeux presque fermés. Presque fermés, ouais. Et puis c'est ta curiosité qui te pousse. Ouais. Oui. D'ailleurs. Mais maintenant c'est fait. Après je suis parti sur d'autres choses. Après tout ce travail, j'ai eu envie de faire des choses très différentes. Et c'est pour ça que je me suis lancé, par exemple, dans cette expo qu'il y a eu au 104 Oui, je l'ai vu, ouais. Il y a quelque temps, autour de l'humour, toi.
parce qu'après quelque chose de sérieux. Oui, c'était de la légèreté un peu. Un peu de légèreté, après du sérieux. Ceci dit, dans la Bible, on a mis de l'humour un peu, quand même. Ouais. Tu te rappelles d'une anecdote? Pas vraiment, mais enfin, dans le dessin, je m'interdisais Oui. pas de mettre des moments Bah, humoristiques. il y a cette légèreté qu'on retrouve dans ton Pas trait partout. ridicule, en tout cas, oui. L'humour, de toute façon, on va en parler parce que c'est un peu central, parce que la Bible, c'est quand même pas central Non, bien sûr. dans mon monde. Mais je l'assume complètement. Moi, j'aime bien faire des grands écarts. Ouais. Mais du coup, parle-moi de cet écart, donc le sérieux et l'humour. Quel est ton rapport à l'humour dans ton travail? Mais tu sais, l'humour, c'est parler légèrement de choses sérieuses. Ouais. Ou de manière sérieuse de choses légères. Enfin, toi, Ouais. c'est le paradoxe de l'humour, ça. On peut parler de choses graves avec légèreté. Enfin, c'est un peu une politesse qu'on fait à l'horreur, hein, l'humour. Enfin, Ouais. c'est quelque chose de fondamental, toi, pour arriver à vivre dans notre monde, où que ce soit. Donc, ça m'a toujours intéressé, et toujours intrigué. J'ai essayé d'en faire. Il n'y a rien de plus compliqué que de faire un gag, un dessin d'humour. C'est comme l'horlogerie suisse. Oui. Si tu veux, ça, tu loupes très vite Il y a ton toute truc. une mécanique. Oui, il y a de la mécanique, il faut préparer la chute. Enfin, quand on fait des petits comics comme ça, c'est chouette. C'est un vrai plaisir et un vrai bonheur de voir quelqu'un qui s'amuse et qui sourit quand t'as fait un dessin. Tu te marres quand tu dessines Des fois, mais enfin bon, oui, je me marre même quand je fais des choses pas drôles. Ouais. Oui, bien sûr. Toi, tu dessines. On a toujours du plaisir quand on dessine. J'ai un plaisir bête à travailler, moi. Ah oui, comment ça? C'est marrant que tu dises un plaisir bête. Mais en fait, il faut être un peu bête pour travailler. Sinon, je sais pas, on fait rien. Ouais. Comment dire ça? Il y a un côté rituel. Tous les jours, tu ouvres ton pot d'encre, tu trempes ta plume, ou tu tailles ton crayon, tu sors ta feuille de papier. T'as des rituels comme ça qui sont toujours les mêmes. C'est un côté faut être idiot pour faire ça tous les jours. C'est sécurisant aussi. En fait, c'est comme ça. C'est comme le type qui fait son pain tous les matins. Ouais. Il allume son four et il y va. C'est pas de la bêtise, mais c'est un côté répétitif tellement étonnant. Mais moi, j'ai toujours un bonheur à le faire. Donc, très bien. toi. Ouais. Et dans le travail, il y a toujours une part un peu laborieuse, même si on l'élimine au maximum, que j'aime bien finalement maintenant. Ouais. Mais j'en ai beaucoup de... Enfin, pour revenir à l'humour, Oui. donc cette expo 104, en fait, ça participe de quelque chose qui est lié encore à la Bible que j'ai faite, parce qu'on a transformé ce travail en exposition aussi. Oui. Justement, le 104 nous avait accueillis il y a quelques années pour exposer je ne sais quoi. Donc, une fois qu'il nous avait dit, OK, venez, on vous donnera de la place, on va inventer avec vous une exposition, parce que c'est un lieu très créatif, le 104. J'ai monté une petite équipe avec les gens avec qui j'aime bien travailler. Donc, il y a toujours Frédéric, bien sûr, pour tout ce qui est des propos et du texte, mais je voulais pas mettre une exposition d'originaux. J'aime pas les expositions d'illustrateurs. Ouais. Les rétrospectives, c'est intéressant. J'en ai fait un petit peu, mais je suis allé en voir. Je trouve que les originaux m'intéressent pas tant. Ce qui m'intéresse plutôt dans les rétrospectives, c'est de voir la réalisation. Si tu veux, j'aime autant voir les double page maquettée avec le dessin en place que le dessin isolé, toi. Ouais, c'est dans sûr. un magazine. Toi. Maintenant, dans cette expo, tout était contextualisé, c'est-à-dire recréé. L'expo, donc, c'était plutôt de mettre des gens dans des histoires. C'était pas une expo de dessin, c'est une expo d'histoire. On se servait de la musique, parce qu'on avait de la musique, on se servait de l'animation, on a fait des créations, on se servait du texte, parce qu'on a, par exemple, j'ai demandé à un graphiste de me faire une animation typographique du Cantique des Cantiques. Tu rentres Ah oui. une pièce et t'avais les mots qui se baladaient autour de toi. Là, je crois beaucoup à ça. Ces expériences où ça m'intéresse, ça, aujourd'hui. Et je continue, et les boîtes à rire, ça a été la suite de ça. Ouais. Tu mets les gens dans des histoires ou dans des émotions. Ça m'intéresse plus que de montrer comme mon dessin. Comment j'ai fait. Voilà, ça. Ouais. Ça m'intéresse bien, ce genre d'exposition. Donc ces boîtes à rire, ça a eu pas mal de succès. On a eu la chance de pouvoir la faire juste avant le confinement. On l'a démontée 8 jours avant le confinement. Et là, j'espère qu'elle pourra un peu se balader. Normalement, cet hiver, elle va être installée dans le sud, à Uzès, et puis après, elle va être remontée au 104 en février. Ok. Ils vont la réinstaller. Mais je suis en train de réfléchir à d'autres
installations, parce que cette expo, c'était une dizaine d'installations autour de cette idée d'humour où j'avais travaillé donc toujours avec ma même bande, parce que je suis assez... T'as ton équipe. Ouais, il y a Frédéric Boyer qui m'avait fait des textes. J'ai deux musiciens qui ont accepté de faire de la musique, des vidéastes, enfin, on a développé des choses en réalité augmentée ou du mapping. Ouais. C'est intéressant d'utiliser tous ces outils pour mettre de l'humour dans la vie. Enfin, c'est ça mon idée. Je réfléchis à d'autres pistes en ce moment, d'autres applications. Ouais. C'est drôle, dans tout ce que tu racontes, je vois une sorte de constante d'équilibre entre la légèreté de ton trait, qui est, pour parler de choses sérieuses, qui est rééquilibrée par l'humour, le fait que tu aimes travailler seul, mais que tu aimes travailler en équipe. Oui. Il y a toujours un équilibre en tout instable. cas, des va-et-vient, parce que je trouve que la vie est courte. Si on peut s'amuser avec des gens, c'est bien. Si on peut s'amuser seul, c'est bien. Ouais. En tout cas, la notion de plaisir est importante. Hein. Pour faire plaisir aux gens, il faut en avoir. Hein. Oui. Et c'est souvent un cercle vertueux qui fonctionne. Si on s'amuse, les gens ont envie de s'amuser avec nous. Ouais. Et du coup, ils ont envie de participer et ça peut faire tourner une affaire aussi. Ouais. En tout cas, cette expo sur les boîtes à rire, ça a été chouette de voir des gens qui... Parce qu'en fait, il y avait des boîtes qui étaient... je vais les décrire un peu parce que c'était donc une dizaine d'installations. Certaines étaient très simples, c'était un peu du grand guignol. Tu pouvais scier quelqu'un en deux. Oui. C'était des boîtes où il y avait un petit truc pour que tu puisses penser que tu sciais vraiment quelqu'un dans la boîte. Tu pouvais te retrouver avec la tête dans une assiette, ou etc. Enfin, il y avait des choses qui étaient très simples. Il y avait une boîte qui était très très simple, mais qui était très très chouette, où en fait c'était une boîte, l'intérieur était complètement peinte en peinture de tableau noir. Et on donnait des craies, et les gens se sont éclatés. Tous les jours on nettoyait. Il y avait des gens qui relavaient tout. On a fait des photos, il y a des résultats qui sont assez graphiquement intéressants, c'est des chouettes. J'avais déjà fait ça à Bogota, des installations comme ça où les gens, tu commences un dessin, où tu laisses, parce que j'avais quand même fait l'amorce du dessin peinte sur le tableau, et les gens se lancent, et puis après le résultat est... C'est une sorte de cadavre exquis, quoi. Oui, enfin en tout cas c'est un moment où les gens adorent se défouler, et les gamins, pas que les gamins. Ça, c'en était une. Il y en avait une qui était donc en réalité augmentée, où tu scannes, t'avais une application, tu scannais tu regardais avec ton téléphone des petits personnages, et ils commençaient à bouger. Il y en avait une autre où tu rentrais dans un photomaton et ça te mettait sur toi. Un nez de cochon. Oui, avec des bruitages incroyables faits par un de mes amis acteurs, qui est un de mes partenaires de longue date, qui s'appelle Bertrand Bossard. Enfin, je vais pas vous citer tous les gens qui ont bossé. Big up Bertrand. Et ça a été sympa, ça a eu pas mal de succès. Bon, avec les moyens qu'on avait, qui étaient quand même pas non plus illimités, on a réussi à faire quelque chose qui fonctionnait. Ouais. Et c'est arrivé juste avant le confinement et puis toute cette période morose qu'on connaît en 2020. Mais déjà avant le confinement, je trouvais qu'il y avait une certaine morosité. On savait même pas ce qui nous tomberait dessus, toi. Mais je trouvais que déjà, il y avait besoin. Tenir un propos sur l'humour, c'était important, intéressant, et j'avais été voir les gens du 104 en leur proposant ça. Et ils m'ont dit OK. Alors là, j'étais bien embêté après. Il a fallu suivre. Une fois que tu t'es avancé, il faut assurer. Et après, on a bossé. C'était un gros boulot. Ouais. Et je suis bien content d'avoir fait ça. Et le dessin et le fil de cette exposition. C'était ça qui est cohérent avec l'ensemble de ce que de ce que j'essaie de faire. C'est que le dessin et l'écriture de base de tout ça. Il y avait un autre sujet que j'aurais voulu aborder avec toi, c'est tu partages ta vie entre Paris et New York. Et de moins en moins, je te signale, surtout en ce moment. Ouais, évidemment. Mais j'ai beaucoup partagé ma vie entre Paris et New York. Ouais. T'as vécu là-bas? T'as beaucoup travaillé. On a habité là-bas. J'ai commencé à travailler là-bas. Ça s'est fait comment ce virage? En fait, aux États-Unis. C'est toujours des hasards, comme quand on dit cette histoire d'atelier d'illustration que je découvre. Un jour, je me retrouve, je reçois une lettre d'un agent américain qui me proposait de me représenter. J'avais jamais osé penser que les Américains pouvaient s'intéresser à mes petits dessins, tu penses bien. Et puis, c'est grâce à un de mes copains qui allait chercher un agent, lui qui était plus entreprenant que moi, qui avait montré un bouquin où il y avait des dessins de moi, et ça avait intéressé cette agente. Et elle me demandait de lui envoyer quelques dessins je lui ai envoyé des choses. Et en fait, ça marchait. J'étais le premier étonné. J'étais persuadé que ça ne donnerait rien. Et j'ai commencé à bosser pas mal, beaucoup même.
assez rapidement, beaucoup en presse, en communication. Et après avoir bossé quelques années, je sais plus, peut-être au bout de 4-5 ans, je me suis dit, bon, à force de leur faire de dessiner pour eux, il faudrait quand même que je vois à quoi ils ressemblent. Bon, je connaissais New York un peu parce que j'avais déjà voyagé quelques fois là, j'avais passé des petits séjours mais plutôt bref. Et alors là, on s'est décidé avec Mireille Vautier, qui est ma femme et qui est une grande artiste aussi, d'aller vivre là-bas. D'aller vivre là-bas. Donc en fait, on a pris nos enfants sous le bras, qui étaient encore pré-ados, donc c'était le moment. Et on s'est installé à New York. Et ça a été quelques années très chouettes pour le boulot et puis pour la vie, parce que c'était bien de changer de point de vue. Ouais. Ça, c'était intéressant. Et j'ai découvert la ville un peu plus en profondeur, parce que j'ai habité quand même quelques années complètement. Donc aussi bien, je sais pas moi, les tempêtes de neige que les expos, que les soirées aux urgences, parce que, enfin, tu vois, la vie d'une ville, quoi. Ouais. Quand T'as vécu à l'américaine. Une nuit aux urgences à New York, c'est drôle. T'as les portoricaines qui sont éclatées les pieds en dansant sur des tessons de bouteilles dans les boîtes de nuit. T'as le rabbin qui fait une crise cardiaque qui arrive. T'as une volée de Streimel et de caftan. T'as le mec, le black qui s'est fait mal en bossant, qui s'est blessé. Enfin, t'as toute la vie de New York. C'est un spectacle. Et j'ai beaucoup aimé cette ville. Après, on est revenu en France, mais on a gardé la nostalgie. On est retourné, en fait, à mi-temps. Enfin, en tout cas, à temps partiel. On a gardé un lieu pour travailler là-bas. Et tu dirais que d'avoir beaucoup travaillé pour les Américains, ça a aidé ta carrière? Oui. D'abord, j'ai pu développer beaucoup de dessins de presse aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup plus de journaux qu'ici. Puis ici, les gens me connaissaient comme dessinateur pour la jeunesse, pas tellement pour autre chose. Ça t'a crédibilisé aux yeux des Français? Oui, je me rappelle très bien d'avoir été un jour à Libé, après avoir bossé pour le New York Times, Washington Post, le Boston Globe, le Chicago Tribune, enfin, plein de dessins. Oui, ça se défile tous les journaux américains, c'est le tour de l'Amérique. Et puis pour montrer, je me dis quand même, allez, ça fait quand même 10 ans que je travaille pour les journaux américains, je pourrais quand même montrer ça à un journal français, toi. Oui. Et je me retrouve, je rencontre une fille extra qui s'appelle Anne Matler d'ailleurs, qui s'intéressait à mon boulot. Et je montre le truc, mais le DA était occupé. Mais quand il a entendu New York Times, hop, il est venu voir. Évidemment. C'est terrible, hein. Oui, en même temps, c'est rigolo. Et du coup, après, j'ai bossé avec eux pendant un bout de temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je bosse très peu en presse en France. Je bosse encore assez régulièrement avec la presse américaine. Je bosse beaucoup avec un journal que j'aime beaucoup en Allemagne qui s'appelle Süddeutsche Zeitung, un grand quotidien allemand de Munich, où je travaille pas mal en Allemagne maintenant, pour d'autres journaux, pour d'autres journaux. Mais c'est marrant, c'est une histoire que j'ai entendue plusieurs fois, c'est-à-dire pour être, entre guillemets, reçu ou pouvoir travailler pour les journaux et les magazines français, il faut, comme s'il fallait être reconnu ailleurs. C'est nul n'est prophète en son pays. Tiens, voilà, on reprend. Oui, il y avait peut-être un peu de ça. Et puis, je te dis, j'avais beaucoup travaillé en jeunesse, donc j'étais assimilé à un dessinateur pour la jeunesse. Personne s'était dit, tiens, il peut faire des dessins pour adultes, ce qui est idiot. Bah oui. Et en fait, j'en faisais déjà depuis longtemps, parce que j'avais fait des campagnes, tu vois, mais bon. C'est aussi moi qui étais feignant et qui allait pas taper aux portes et tout. Par timidité, j'aime pas démarcher. Ouais. Qui aime démarcher? Enfin, j'aime pas. J'ai réussi à éviter beaucoup ce genre de choses, mais c'est vrai que ouais. Dans ton travail a parlé pour toi aux Américains qui sont peut-être moins dans ce truc de légitimité que les Français. Après, il y a aussi Internet qui fait que tu pouvais montrer ton boulot facilement. Oui. Petit à petit, en créant un site. J'ai créé assez vite un site, ouais, pour une espèce de book online, toi. Ouais. Ça le fait aussi. Si tu veux, la vie a changé quand même avec Internet pour les dessinateurs. Ouais. Avant Internet, quand j'ai commencé à bosser aux États-Unis, tu faxais un crayonné. Waouh. Oui, il y avait pas de. Oui. De toute façon, à l'époque, Internet, si tu veux, pour envoyer une image, il fallait la découper en 4 pour que ça prenait trop de temps. Ouais. Parce que les débits étaient très longs. Ouais. Il y avait pas beaucoup de débits, c'était je sais plus combien. Enfin, je me rappelle. Puis après tout ça. Oui. C'est comme si chaque étape de ta carrière,
amplifiait le suivant en fait. Non, c'est une chance que je trouve, enfin, en tout cas, chacun vit son époque et a la chance de la vivre, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'époque aussi, j'ai appris plein de choses, l'époque avant l'ordinateur. Ouais. Ça fait vieux combattant, hein. C'était avant la guerre de 14. Non, l'époque avant, enfin, la période avant l'ordinateur, donc, je dirais, moi, mon premier ordinateur date peut-être un petit peu avant les années 2000, toi. J'avais quand même bossé déjà pendant une vingtaine d'années, presque. Ouais. Sans ordinateur. Ouais, t'étais rodé. C'était intéressant parce que ça t'obligeait à développer des techniques pour montrer ton travail de ref ou de. C'est important ça pour les jeunes qui se lancent dans le dessin d'avoir des techniques de ref très très efficaces qui racontent très vite l'idée. Ça j'avais bien maîtrisé tout ça. Ça t'obligeait aussi à réfléchir avant de dessiner. Ouais. Parce que comme tu n'as pas le repentir que te permet l'ordinateur ou Photoshop, tu es obligé de construire ton projet plus solidement avant de te lancer. Ouais. Donc j'avais cet apprentissage que j'avais vu. J'étais obligé de refaire par exemple tout un bouquin avant de commencer à dessiner. Ouais. Aujourd'hui, tu peux partir avec une pré-maquette et commencer par un petit bout et puis finir sans avoir une vraie vue d'ensemble. Ce qui est intéressant, moi je peux t'esquisser, je le fais encore d'ailleurs souvent. J'esquisse en tout petit tout le bouquin, tout le chemin de fer du livre, pour avoir un peu la musique du livre dans son ensemble. Ouais. Je le fais plus toujours parce que maintenant je maîtrise bien le bazar, mais c'est vrai que le fait de le faire, c'est pas un crayonné, c'est vraiment des toutes petites esquisses, mais ça te donne tout le rythme du livre, toi, sur une page. Intentionnalité. C'est intéressant parce que de prendre un livre comme un objet. Qui doit être différent d'un autre. Bien sûr. Alors pour terminer, si tu le veux bien, j'ai encore 2 questions. Ce ne sont pas mes questions. En fait, le podcast est soutenu financièrement par des auditeurs. Ça s'appelle les Patreons. Et je leur donne souvent l'occasion je leur annonce qui je vais interviewer. Je leur donne l'opportunité de poser des questions. Donc j'ai 2 petites questions pour toi pour terminer. Patreon. Pardon, ouais, les Patreons, ouais. C'est les gens peuvent soutenir à hauteur de 2, 5 ou 10 euros par épisode le podcast. Et il y a toute une petite communauté qui s'est développée autour de Sens Créatif. Donc alors la première question nous vient de Claude. À ce stade de ta carrière, on imagine que tu dois être débordé de boulot, en pub, en presse, en édition. Comment choisis-tu d'accepter tel ou tel boulot? Qu'est-ce qui justifie tes choix? Et comment arrives-tu à gérer tout ce que tu ne peux pas prendre? Par exemple, comment dire non à un client avec qui tu travailles depuis longtemps? Comment vis-tu cette situation? En fait, bizarrement, je suis pas débordé de boulot. J'ai du travail, je gère mon travail, mais j'ai jamais ni plan de carrière, ni gestion de flux, etc. Il y a des périodes où ça chauffe, effectivement, et où je peux pas accepter. Je refuse gentiment la plupart du temps les choses parce que c'est bien de ne jamais mais autrement, je me suis éloigné petit à petit des choses que j'avais pas envie de faire. Donc elles ne viennent plus trop. Ouais. Toi, donc ça me permet d'avoir du temps pour des projets que je peux rêver, du temps pour les projets que je dois faire dans l'urgence, du temps pour des projets qui vivent depuis très longtemps, comme certains personnages que j'ai créés il y a 20 ans ou 25 ans même, qui continuent à vivre et que je dois faire vivre. Lily et Max, tu veux dire? Max et Lily ou Sam ou autre. Ou des collaborations avec des journaux qui sont régulières. J'ai eu des collaborations qui ont duré pendant des années, toi. Je dois faire un dessin toutes les semaines, ou un dessin des chroniques comme ça, toi. Ouais. Donc tout ça, c'est une gestion, mais je dirais que il y a des paris, c'est assez inégal, mais en général, j'arrive à peu près à m'en sortir. Ah, ça t'occupe suffisamment. Oh oui, oui, j'aimerais bien des fois être un peu moins occupé, mais c'est un peu comme une drogue le travail, tu sais. Mais non, ça va. A priori, t'arrives à t'en libérer de cette drogue. Est-ce que après, ces dernières années, j'ai fait beaucoup plus de ce qu'on se disait avant. J'ai fait beaucoup d'installations et d'événements. Avec le Covid, tout ça est un peu suspendu, c'est vrai. Parce que après avoir fait du livre, de l'édition, de la presse, du dessin animé, etc., je me suis quand même amusé à mettre ce dessin dans des lieux parce que je trouvais que c'était une nouvelle manière de
dessiner, Ouais. un nouvel endroit pour dessiner. Et ça, c'est un peu suspendu à cause de l'épidémie, mais ça me permet justement de réfléchir à la suite, de penser à parce qu'autrement cette expo qu'on avait fait, je serais en train de la faire tourner, Ouais. ça prendrait du temps, tout ça. C'est un peu ralenti, ça, mais... Donc tu vis une petite période de questionnement, comme tout le monde. Non. Oui et non, parce que d'abord, je la vis depuis toujours, cette période. Ouais. Je me suis toujours interdit par lassitude, ou par je sais pas quoi, en tout cas de rester là où j'étais, toi. D'avoir plutôt envie d'aller faire des choses que je savais pas faire. Non, puis en plus, j'ai quand même, toi, des projets importants qui continuent à rouler, donc c'est pas une période calme. Un peu plus calme, peut-être, quand même. Ouais, mais tant mieux au final. Tant mieux pour moi, parce que je dis, quand on était en plein régime, mais ça me permet de prendre du temps. Par exemple, là, on a fait des choses qui sont aussi du mécénat, entre guillemets, c'est pas du non-profit. Hein. Uh-huh. Il y avait une expo pour des gens qui sont venus me voir pour créer pour illustrer, faire des dessins pour une expo sur la parité, toi. Un peu militant, homme-femme, toi. Que les hommes soient enfin un peu l'égal des femmes, c'est ça? C'est le contraire. Que les femmes soient aussi bien payées, c'est un discours important. Et je leur ai proposé de le faire en réalité augmentée, plutôt que de le faire, comme ça mettait un peu de nouveauté et de séduction pour elles. Et donc, ça nous permet de prendre le temps de faire ça. Et, ou bien on a bossé pour l'hôpital Robert Debré, où on a complètement animé le service de préma et de néonatalité, etc. On a rendu ça un peu plus accueillant que ce n'était, parce qu'ils avaient un chantier de rénovation du service. Ils m'ont demandé de les aider. Tout ça, c'est des choses chouettes, toi, que tu peux faire quand tu as un peu plus de temps, peut-être. Ouais. T'es correctement occupé. Oh, oui. De toute façon, je te dis, si j'ai une journée où je ne travaille pas, pour moi, c'est une bénédiction. Hein. Ouais. Je vais me promener, je vais marcher. Ouais. Alors, la toute dernière question, je pense que tu y as déjà répondu parce que tu y as fait plusieurs fois mention. C'est une question de Victoria Ducruet. Que réponds-tu à ceux qui disent que tu as de la chance de vivre de ta passion? Je le souhaite à tout le monde. Tu dirais que c'est de la chance, vraiment? Oui, c'est une chance incroyable. Moi, c'est un lieu commun de dire ça, mais je réalise pas encore aujourd'hui comment ça se fait que j'ai pu échapper au travail jusqu'à aujourd'hui, toi. Ouais. Quand je travaille, j'ai l'impression de m'amuser. Bien sûr que c'est une chance incroyable. Bon, quelle plus belle façon de terminer cette interview sur ces mots. Merci. Merci Serge. C'était ma discussion avec Serge Bloch. Un grand merci à lui pour son temps. J'ai beaucoup apprécié ce petit moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à suivre le travail de Serge sur les réseaux sociaux, à partager cet épisode avec vos amis, à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça permet à Sens Créatif de se faire connaître. Et pour être sûr de ne plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, abonnez-vous qu'il disait, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'en profite d'ailleurs pour préciser que le podcast a aussi un compte Instagram qui lui est entièrement dédié. Je dis ça, je dis rien. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi rejoindre la newsletter. C'est là que je partage des petites réflexions, des anecdotes, ainsi que des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreatif.fr, le tout nouveau site entièrement consacré au podcast. Vous retrouverez le lien en haut à gauche ou dans les notes de cet épisode. Mais ça, je le dis à chaque fois. Mais ça commence à bien faire. Bref. Bonjour, je m'appelle Charlotte Molla. Je suis illustratrice et je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon. Parce que c'est trop bien. Avec Patreon, j'ai accès à un tout nouveau monde. Les participations débutent à 2 € par épisode et cela vous donne accès à bien des secrets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Avec Sens Créatif, rejoignez également la communauté bienveillante de créatifs sur la plateforme gratuite et ouverte à tous, Discord. Pour rejoindre le Patreon ou le Discord,
Allez, on termine encore et toujours en remerciant Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusic ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao. Je sais pas. On peut s'arrêter 2 minutes si tu veux. Ouais, Parce qu'il va partir, lui. Il est en train de livrer quelque chose. ouais. Allez.